Dans l'état d'esprit de très honnêtement faire des images, parce que moi, la production savait que de toute manière, ça n'aboutirait à rien. Ah, tu leur avais dit? Ah oui, depuis le départ, ils le savaient. Attends, depuis le départ, tu leur avais dit il ne se passera rien avec Geoffrey? Ouais, ils le savaient. On devait faire pipi dans la douche, effectivement. Et il m'avait dit que si je voulais plus, il m'amenait au McDo du coin, quoi. Oh! Ouais. Mais quand ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, la rencontre elle a que 2 semaines, ouais, je trouve ça un peu, je trouvais ça un peu light. On nous force pas à faire les choses, mais il fallait pour avoir des images, faire des trucs qu'on n'avait pas forcément aussi envie de faire. Eh ben oui, j'ai pris cette grande décision et la plus belle décision de ma vie. Alors pour moi, c'était viscéral d'être mère. Je me vois pas ne pas être maman. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai pris donc la décision de faire une PMA toute seule. Donc la plus belle décision de ma vie. Je suis masculinisme. Il faut savoir que pour moi, un enfant, il a besoin d'un père. C'est génial, il manque de maturité, ce garçon, vraiment beaucoup. Bonjour Cindy. Bonjour Sam. Mais t'es toute belle comme ça. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le combo, le jean, le petit top blanc, la veste un petit peu longue. C'est gentil. C'est magnifique. Cindy, t'avais participé à Mariée au premier regard. Tu t'étais unie à Geoffrey, avec qui tu étais compatible selon la science ou la production, ça on abordera le sujet dans quelques instants. À 76%, vous aviez un taux de compatibilité amoureuse. Et peu de temps après la diffusion de l'émission, t'avais déclaré sur Insta « Ils ont mis une image de moi tellement fausse que maintenant j'aurais l'impression de regarder une télé-réalité. Il n'y a plus cette authenticité d'antan. » Est-ce que je dois comprendre, est-ce que je dois entendre dans cette déclaration que tu avais participé à Mariée au premier regard parce qu'à la base, tu aimais le programme et tu as été déçue de ton expérience? Ah, complètement, complètement. Moi, j'adorais le programme de Mariée au premier regard, je le regardais tout le temps. Mais c'est vrai que quand on connaît le derrière, bah ouais, j'ai été quand même un peu déçue. Déçue de l'image, en fait, qu'on peut nous donner à travers la télé. Et c'était quoi cette image qui t'a déçue? Ce qu'il en est beaucoup ressorti, c'est on m'a beaucoup dit que je faisais vénale par rapport à son appartement, forcément, matérialiste, tout ça, alors que je ne suis pas du tout. Et il y avait aussi ce côté où, je ne sais pas, on ne nous force pas à faire les choses, mais il fallait, pour avoir des images, faire des trucs qu'on n'avait pas forcément aussi envie de faire. Est-ce que toi, tu as eu l'impression à un moment donné que le montage il était volontairement défavorable? Ah, complètement. Complètement. Quand je suis allée chez lui, enfin, en tout cas, l'image qu'ils ont montrée de moi, de la nana un peu pète sec, mais il y avait des raisons pourquoi je l'étais aussi. Et il y a eu aussi le bilan. Alors, on va commencer par l'appartement, parce qu'en effet, moi j'étais tombé sur une déclaration de Geoffrey qui disait que la production, selon lui avait mis un petit peu la pression pour qu'il te fasse venir dans son appartement, alors que son appartement, il était en travaux et qu'il n'y avait même pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette. Et ça avait été vécu comme très gênant par les téléspectateurs. Ça l'était aussi. À tout le monde, à vivre et pour tout le monde, les caméramans, les journalistes, c'était assez compliqué. Mais est-ce que tu connais les dessous, toi, de cette séquence que nous, on a vue? Alors, en fait, effectivement, il m'avait dit qu'il avait demandé à ce qu'on ne filme pas chez lui, tout ça. Ils leur ont demandé, il a accepté, au final. De base, il ne voulait pas me faire dormir chez lui, mais on avait quand même la possibilité d'avoir une chambre d'hôtel. Mais il n'a pas accepté, donc c'est bon. À la finalité, je pense qu'il voulait quand même que je reste. Mais oui, de ce qu'il me disait, il ne voulait pas trop, mais bon, la finalité était que j'étais là, quoi. Et comment vous avez fait sans toilette? Vous avez dormi dedans? On a dormi dans l'appartement, oui. Alors, ça va qu'on faisait les interviews dans un hôtel, donc forcément il y avait des toilettes. Alors avant de partir, je me dis bon, je vais faire ce qu'il faut pour pas être réveillée la nuit. Mais on devait faire pipi dans la douche effectivement. Et il m'avait dit que si je voulais plus, il m'amenait au McDo du coin, quoi. Ouais. Mais quand ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, la rencontre elle a que 2 semaines, ouais, je trouvais ça un peu light. Et la prod avait accepté ces conditions-là? Mais je pense que la prod, elle a accepté, puis je pense que ça faisait quelque chose à raconter, qui était défavorable pour Geoffrey, donc pas cool, et qui n'est pas très sympa à vivre pour moi à ce moment-là, quoi. Pardon, je sais que c'est un peu intime, mais j'espère que tu n'avais pas eu envie de faire la grosse commission parce qu'elle est au McDo du coin. Non, très honnêtement, j'ai pris des Imodium avant-hier. Je me suis dit au cas où. Mais ça a duré combien de temps Non, une nuit. Une nuit? Oui, une nuit. Ok. T'étais dans quel état d'esprit? Dans l'état d'esprit de très honnêtement faire des images, parce que moi, la production savait que de toute manière, ça n'aboutirait à rien. Ah, tu leur avais dit? Ah oui, depuis le départ, ils le savaient. Attends, depuis le départ, tu leur avais dit il ne se passera rien avec Geoffrey?
Ouais, ils le savaient. Mais tu leur as dit comment? Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de feeling, ça passait pas, qu'il avait une manière de parler aux gens que j'aimais pas, que voilà. Mais c'était tout en off, en fait. Hein, donc en vrai, les téléspectateurs ne pouvaient pas le voir. Et très rapidement, j'ai dit à ma journaliste qui nous a accompagnés au voyage de noces que non, je me voyais pas dans un futur avec quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Parce que je me mets à la place d'une production, tu as ta candidate qui te dit bon ben voilà, vous m'avez uni à Geoffrey, mais en fait je vous le dis tout de suite, hein, il ne se passera rien. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Bah, de tenter. Et puis il faut des images. En fait, il faut un début et une fin. Donc même si là je leur dis j'arrête, ok, mais on va trouver une solution quand même pour arrêter. Donc là, c'est bon, on finit, viens chez toi, vivez le truc chez toi, après on vit le truc chez lui. De toute manière, il y a 2 semaines qui passent entre ça. Hein. Donc c'est pas non plus la fin du monde, c'est 2 semaines. Mais ils veulent des images pour terminer l'histoire. Et donc tu me dis avec beaucoup d'honnêteté, j'étais là pour faire des images parce que tu avais compris que c'était ce qui était attendu de toi. Bah, c'était ce qui était complètement attendu de moi, oui, oui. Il fallait l'image du début comme il fallait l'image de la fin, en vrai. Et est-ce que Geoffrey le savait? Est-ce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de finalité entre vous deux? Est-ce qu'il savait que vous étiez là un peu quelque part pour faire Hélène et les garçons, quoi? Mais oui. De toute façon, Geoffrey, le soir du mariage, il m'a dit, tu sais, si tu veux, on profite du voyage de noces, tout est gratos, on rentre et puis on fait comme si on s'était jamais rencontrés, quoi. Ça t'a soulagé ou tu t'es dit, oh waouh? Quand il m'a dit ça, alors il y a eu 2 trucs. C'est bon, t'as fait l'émission pourquoi? Pour quelle raison? Et il y a eu ce truc de me dire, ok, au moins si ça marche pas, j'ai pas, voilà, je vais pas lui faire du mal, tout ça. Parce que je l'ai énormément protégé, moi, sur mes dires, Geoffrey. Je voulais pas qu'on s'acharne contre lui. Pourquoi tu l'as énormément protégé? Je l'ai protégé parce que c'est pas quelqu'un de méchant. Mais tu l'as protégé à quel niveau? Au niveau de tes ITV avec les journalistes Ouais, sur place? oui. Quand on te voit parler à la Oui. face caméra comme ça dans Mariée au premier regard? Ou alors après, pendant la diffusion? Ah non, même devant les caméras. Hein. Mais c'est-à-dire, pourquoi tu aurais eu le besoin de le protéger? Parce que je voulais pas qu'il se prenne la foudre une fois qu'il serait passé à la télévision. Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un de méchant, mais il avait des actions qui étaient vraiment pas terribles en off. Mais genre quoi? Il parlait mal aux gens. Il parlait Aux mal équipes aux gens. techniques? Ouais. Oui. Mais par exemple? Bah, je sais pas, le soir du mariage, on doit être filmé pour rentrer dans la maison où on va faire notre première nuit. Puis c'était du genre, les gars, vous lâchez de suite, je suis pas payée pour ça, moi. Donc là, vous croyez pas que vous allez me filmer, tout ça. C'est bon, vous m'avez saoulée, Enfin, voilà. Et moi, le soir du mariage, quand je vois ça, je me dis non, mais ça, moi, je peux pas. Les gens irrespectueux envers d'autres, je peux pas. Alors c'est son comportement qui te fait dire qu'il n'y aura aucune issue avec lui? Oui, le soir même. D'accord, donc c'est pas physique? Alors physiquement, c'était ni plus ni moins. Très honnêtement, je ne me serais pas du tout retournée dessus dans la rue. Mais bon, on est là pour vivre une expérience. C'est que moi, j'ai toujours cherché mes critères physiques, ça n'a jamais marché. Ben, autant faire outre. Voilà, donc c'est-à-dire s'il y avait eu une alchimie inexplicable avec quelque chose que tu ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est là, même si de prime abord tu ne te retournes pas sur lui dans la rue, tu ne te serais pas braqué? Complètement. Non, je ne me serais pas du tout braquée. Ok, donc c'est vraiment comportemental. Comportemental. C'est ça qui t'a bloqué. Tu dis, je suis une nana gentille qui ne juge jamais l'autre et qui communique énormément tout le contraire de ce qu'ils ont bien voulu montrer, les joies du montage pour l'audimat. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, je comprends que tu as tout mis en œuvre pendant le tournage pour le protéger et qu'il ne se prenne pas les foudres, mais pourtant, c'est toi qui te prends et qui t'es pris les foudres de tous les téléspectateurs. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Après, c'est les images. Bon, il y a eu quand même du 50-50. Hein. J'ai eu un passage vraiment dans l'appartement où je me suis pris une foudre monumentale de matérialiste, vénal, tout ça, tout ça. Pourquoi matérialiste? Matérialiste parce qu'il n'a pas de toilette et que je comprends pas qu'il n'ait pas de toilette. Et ça, c'est être matérialiste? Bah, apparemment, pour certains, en tout cas. D'accord. Voilà. Okay, bon, bah, après, c'est du bon sens. Et puis, il y avait toute une histoire quand même derrière. C'est que ce fameux toilette, il m'a dit qu'il le réparait en off. Il m'a dit, avant que tu viennes, ne t'inquiète pas, ça sera réparé. Et en fait, moi, je vois mon mari ne pas faire juste cet effort-là d'appeler le plombier, parce que c'était une histoire de pièces à changer, avant que j'arrive. Et là, je me dis, OK, il n'en a rien à faire de l'histoire, en vrai. Red flag? Ouais, red flag. La toilette, ouais. Le pipi dans la douche, c'est une red flag quand même assez énorme. Donc, je te le disais, 76% de compatibilité amoureuse avec Geoffrey selon la science. C'est ce qui est dit dans l'émission. Et récemment, il y a quelques semaines, il y a le média Voici qui a révélé que les tests de compatibilité amoureuse n'étaient pas scientifiques. Tu le savais? Alors, je me posais la question, savoir si vraiment c'était réel ou pas, ces histoires de compatibilité. En tout cas, moi, avec Geoffrey,
n'avait pas un. Ils expliquent, MAPR se veut très secret concernant leur test de compatibilité. Ils affirment qu'il y a un questionnaire très poussé sur les traits de caractère désirés, les valeurs morales d'une personne, mais également le physique. La calvitie et une mauvaise hygiène dentaire seraient les 2 éléments d'ailleurs les plus rédhibitoires communiqués. Ça te rappelle des souvenirs? Oui. Malgré des promesses de compatibilité souvent situées entre 70 et 80%, les histoires qui finissent sont bien rares. Un ancien candidat a confié presque toutes les questions concernent le physique ou le sexe. Est-ce qu'on est branché cul ou pas? Oui, beaucoup de questions sur le sexe. Ah, tu confirmes? Ah oui. Quel type de questions sur le sexe? Ça remonte à il y a 4 ans, donc je me rappelle plus trop, mais si... combien de fois par semaine, si jamais on fait l'amour devant un miroir, est-ce que ça nous gêne ou pas, si on peut se trimballer nu devant notre mari, une petite question comme ça. Il y a un autre candidat qui déclare rien n'est scientifique, c'est du pipeau. D'ailleurs, ça se voit dans les résultats. Il y a une candidate qui a affirmé au magazine Voici que son prétendant lui aurait été assigné avant même qu'elle ne passe le fameux test. Et toi? Moi, de ce côté-là, alors moi, je pense qu'il n'était pas assigné pour moi, parce qu'il y a des histoires de dates. Il y a des histoires de dates qui ne concordaient pas. De base, je devais avoir une annonce au mois de juin, on m'appelle, on me décale au mois de juillet. Puis il y a eu une source dans la production qui est venue me voir en me disant « Tu sais, c'était pas ton mari, tu devais avoir quelqu'un d'autre. On te l'a enlevé pour mettre Geoffrey parce qu'il y avait Florent Manodou. » Voilà. Ah oui. Et oui. Attends, c'est vrai, je m'en souviens. Il était ami avec Florent Manodou. Et Frédéric Bousquet, qui était son témoin de mariage. Oh, waouh. En fait, il faut savoir que j'ai fait 1 an de casting. Geoffrey en a fait 1 semaine. 1 an de casting? Oui, 1 an de casting. Oh, moi, j'étais déter, moi. Et donc ça, tu l'as appris quand que son meilleur ami, c'était Florent Manodou, enfin, qui faisait partie de la jour team du mariage. et Frédéric Bousquet? Le jour du mariage. Ça a changé quelque chose dans ta vision du truc? Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je les ai même pas reconnus. Hein. Très honnêtement, c'est ma nourrice en partant qui m'a dit « Mais t'as vu qui c'est qu'il y a ?» Je dis « Non, que ça ?» Bah, Florent Manodou, je dis « Ah bon ?» Et alors, pourquoi ils auraient changé ton mari, ton prétendant initial pour te mettre Geoffrey? Moi, personnellement, j'aurais envie de dire pour l'audimat. Enfin, c'est ce qu'on me disait. L'audimat, Cindy, ça fait de la visibilité. Et puis, dans le teasing, il y avait Florent Manodou tout le temps. Donc, du coup, j'y ai cru, en tout cas, que c'était pour l'audimat. Oui, donc en fait, t'avais... Est-ce que tu as pris conscience pendant le tournage que ton mariage, il allait être dans la pleine lumière de par, justement, ce storytelling? Oui, et mes amies, elles étaient tellement déçues. Elles sont venues me voir en off en me disant « On est dégoûtés pour toi parce qu'on sait très bien que là, c'est pour la télé, quoi. C'est pas pour toi. » Puis bon, ils voulaient sans cesse les avoir en ITV, tout ça. D'ailleurs, ça les avait gonflés. À un moment donné, ils avaient tous enlevé les micros en disant « On est là pour notre ami et pas pour parler de nous. » Mais oui, elles étaient hyper déçues quand elles ont vu ça. Concernant l'intimité avec Geoffrey, ça a été beaucoup mis en avant dans les épisodes de ta saison de Mariée au premier regard. Et j'ai hâte de savoir comment toi, tu l'as vécu véritablement. Geoffrey avait déclaré « Je lui ai demandé si je lui plaisais, si elle avait envie de moi. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle était cérébrale, qu'elle avait besoin d'être rassurée. Je comprends, mais ma dignité d'homme en a pris un coup si ma femme ne sait même pas si elle a envie de coucher avec moi. 3 petits points. C'est tout à fait ça. Je me rappelle comment ça s'est passé en plus. T'avais pas envie de coucher avec lui? Non, pas du tout. J'avais pas envie. On va rentrer un peu dans l'intimité. J'ai tenté un coup, parce qu'il était sous la douche, et à me dire, écoute, à un moment donné, vas-y, essaye de voir s'il t'attire ou quoi. Et pas du tout. Et puis ça se contrôle pas. Moi, je suis cérébrale, hein, de toute manière. Ça se contrôle pas. On n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. Donc, il est venu me poser la question, on était allongé sur le lit. Il m'a dit, est-ce que tu penses coucher avec moi? Et je lui ai dit très honnêtement, je sais pas. Ah, il te l'a posé comme ça, la question? Oui. Et toi, tu l'as pris comment, le fait que la question, il te la pose comme ça? Il a le droit. Il a raison, vaut mieux dire les choses de toute manière. Vu que je suis dans la communication, je préfère qu'on vienne me le dire. Et puis j'ai été très franche avec lui, je ne pouvais pas lui dire ça va venir ou ce soir. Non, sur le moment-là, je ne sais pas, vraiment. Il a dit aussi j'ai tenté de me rapprocher d'elle lors de la nuit de noces et pendant le séjour à son domicile, elle a refusé à chaque fois. Chez elle, c'est d'ailleurs pour cette raison que je m'endors dans le canapé. Alors ça, c'était faux. Ça, c'était faux. Ouais, vraiment faux. Pas du tout. Il s'est endormi parce qu'il était fatigué et que c'est un gros dormeur, c'est tout. Pas du tout. On venait de finir de manger, on s'est mis devant la télé, je lui ai mis un film qu'il n'avait pas vu. Et je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a demandé un petit morceau de chocolat, je suis allée le chercher, il a mangé son chocolat, il s'est endormi. Et je l'ai regardé et il s'est réveillé un peu, il m'a dit je vais me coucher. Il est parti se coucher et je me rappelle, je dois l'avoir, il ronflait, j'ai filmé et j'ai dit voilà ma première nuit chez moi avec mon mari et j'ai envoyé à mes copines.
Il ronflait et moi j'étais toute seule, je regardais la fin du film. Non, il n'a pas du tout tenté un rapprochement, pas à ce moment-là. Mais est-ce qu'il vous en parle? Est-ce que vous êtes mis en condition? Est-ce que vous discutez avec une nounou, avec une journaliste? La journaliste, oui. Qui vous parle justement de rapprochement physique? Non, il nous parle. Moi, ma journaliste savait très bien ce qui se passait, donc elle me forçait pas, elle m'en parlait pas, et elle savait que c'était mort. Maintenant, il pose toujours des questions, effectivement. Et toi, est-ce que tu l'as vécu comme une forme d'insistance pour avoir des relations sexuelles, le fait d'en parler, ou pas du tout? Parce que quand on regardait la télé, c'est ce qu'on a pu lire aussi sur les réseaux sociaux parallèlement, en mode, bah, dis donc, mais attends, mais elle a la pression pour coucher ou quoi? Oui. On peut la voir, oui et non, parce qu'on sait qu'ils attendent que ça. Hein. On sait qu'ils attendent que ça, parce que la question revient très souvent dans la même journée. Mais après... Elle était hyper bienveillante, moi, ma journaliste. Elle savait, donc elle me laissait un peu tranquille de ce côté-là. Et même, j'ai eu Estelle au téléphone, je lui ai dit le lendemain ou le surlendemain du mariage que j'y arrivais pas. Et elle m'a dit, écoutez, cérébral, c'est comme ça. Mais bon, il tente quand même. Il essaie de travailler un peu. Donc toi, tu avais été très clair avec la production, avec lui, en disant il ne se passera rien. Oui. En gros, tu honores ton contrat. Oui. Ok, on est d'accord là-dessus. Oui. De son côté, est-ce que c'était le cas où tu penses que si tu avais laissé une ouverture, il aurait pu se passer quelque chose entre vous? Ah bah oui, mais bien sûr. Mais véritablement, je parle pas que de ça. Ah d'accord, ok. J'allais dire quand même. Oui, c'est un homme. Non, mais je parle pas que de ça. Oui. Je parle d'une vraie relation. Si, je sais pas. Je suis sceptique à l'idée. Je suis sceptique à l'idée parce qu'il m'a dit qu'il avait fait un peu ça comme ça, que lui, il recherchait rien du tout, qu'il ne voulait même pas monter à Paris pour faire les castings, qu'on est venu le chercher et que ce n'était pas sa recherche du moment, quoi. Donc je ne sais même pas. Et je pense que la distance le dérangeait aussi, parce qu'il râlait tout le temps que je sois aussi loin. Alors comment ça s'est fait la fin entre vous? À quel moment vous vous êtes plus jamais donné de nouvelles? Parce que du côté de Geoffrey, on a pu découvrir qu'il disait le lendemain, nous nous sommes rendus à Cassis et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'en rester là. Je lui ai dit que s'il n'y avait pas d'attirance physique, on ne pouvait pas continuer. Cela s'est bien passé, c'est une belle personne. Oui, ça c'est très... La rupture, c'est... Enfin, rupture, on peut appeler ça comme ça. C'est très bien passé, c'était le lendemain où j'ai dormi chez lui. On a eu une grosse dispute la veille, très grosse dispute, donc on s'est un peu endormis... chacun de son côté. Et il a quand même voulu m'amener manger à Cassis. Et on a eu une discussion au resto en se disant, de toute façon... Mais c'était pas parce qu'il n'y avait pas d'attirance. C'est parce qu'on n'a rien à voir. Rien du tout. Et comment ça se passe? Alors le divorce, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il a été prononcé rapidement? Est-ce que c'était du taf? C'était... Il avait du mal à donner les papiers. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que c'est plus, pas parce qu'il voulait pas les donner, parce qu'il a autre chose à faire de plus intéressant dans sa vie à ce moment-là. Et je crois qu'on s'est séparés du coup en octobre par là et on a été divorcés au mois de février. Il me semble. Ok, donc ça a pris 4-5 mois. Ouais, à peu près. C'était plutôt rapide. Oui, ça a été rapide. Oui. Et c'est bien pris en charge le divorce par la prod? Ah oui, tout est pris en charge. T'as rien à débourser? Rien du tout. T'as rien à faire? Rien du tout. À part préparer des papiers? À part préparer les papiers, oui. Mais ça veut dire que sur ton livret, il y aura marqué que tu as été mariée? Alors, non, on n'a pas livré parce que c'est pas retranscrit à Nantes. Le mariage est trop court. C'est pas comme quand ils étaient mariés à Grance. Exact. C'est une mairie française. Là, le fait que ce soit Gibraltar, c'est pas retranscrit à Nantes, c'est pas marqué. Moi, je le dis quand même quand là j'ai acheté un appartement, je le dis quand même. Donc, Geoffrey ressort parce que je préfère être réglo, mais pas obligatoire. Comment ça, Geoffrey ressort si tu achètes un appartement? Ah bah oui, hein, du moment où on a été mariés, ça ressort dans les actes. Notarié? Ah oui. Marié à Geoffrey, divorcé, telle date. Mais aucune incidence sur un achat immobilier, par exemple? Pas du tout. Ok, très bien. De ton côté, tu as dit que tu avais passé la moitié de ta vie célibataire. Oui. T'as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, ok. La moitié de ta vie, oui, tu as passé un peu moins d'une vingtaine d'années célibataire. Pourquoi tu l'as dit? Sur quel contexte je l'avais dit? Parce que je le dis tellement souvent. Bah, pourquoi tu le dis souvent? Ah, pourquoi je le dis souvent? Parce que j'ai pas eu d'histoire, de belles histoires. Ah, tu considères ne pas avoir eu de belles histoires? Jamais. Ou t'es factuel, t'as jamais eu de grandes histoires d'amour? J'ai jamais été heureuse en amour. J'ai eu des grandes histoires, j'ai eu 6 ans et demi. Ah, voilà. Mais beaucoup trop jeune pour que ce soit vie en pleine conscience, je dirais, où vraiment on peut aimer cette relation. Beaucoup trop jeune. Mais sinon, non, j'ai jamais été heureuse, moi. Jamais de ma vie. Jamais été heureuse tout court ou jamais été heureuse en amour? En amour. Ok. Et c'est quelque chose qui a été douloureux parfois? Ah oui. Mais tellement. Se sentir seul, se sentir pas aimé, se sentir trahi à chaque personne qu'on rencontre. J'ai eu une période de ma vie très, très compliquée. Hein. Ce sentiment de trahison, il était dû à quoi? Au
profil des personnes que tu rencontrais, à des véritables trahisons qui t'ont fait souffrir et te dire que tu étais tout le temps trahi? Ah oui, des véritables trahisons. Des tromperies? Ah, des tromperies, et puis... ouais. Ok. Et tu te disais quoi dans ces moments-là? Ah ben, qu'est-ce que je me disais? Que ben, ça allait arriver. Ça allait arriver. Ouais, t'y croyais. Il fallait que je sois patiente, que ça allait arriver. Et puis, tous les gens autour. Mais Cindy, chaque personne a chaussure à son pied. Tu trouveras, tu trouveras. Et en fait, au final, Marie au premier regard est arrivée. Je me suis dit, l'aubaine. J'ai galéré toute ma vie parce que moi, en fait, ma rencontre, ça va être un truc de fou. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup misé sur cette émission. Est-ce que c'est une histoire de critères que tu as particuliers ou strictement rien à voir? Tu penses que tu n'as pas fait les bonnes rencontres? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que j'avais pas assez confiance en moi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand on fait beaucoup de mêmes situations, où on rencontre beaucoup de mêmes personnes avec les mêmes traits de caractère, c'est nous qu'on doit remettre en question, je pense. Tu l'as faite, cette remise en question? Oui. Et tu sais d'où ça vient ou pas, le fait que tu rencontrais tout le temps le même profil de même avec les mêmes travers? Je pense que, oui, manque de confiance en soi, l'aval des gens, toujours avoir l'aval de son mec, et puis avoir cette obsession de vouloir être mère et d'avoir envie d'avoir ma famille, et du coup de mettre la pression aussi de ce côté-là. Ah, donc oui, bah oui, tu l'as dit, hein, je suis faite pour être mère. C'est depuis longtemps que tu penses ça? Ah, malheur, oui. Ah, si je pouvais être maman à 25 ans, moi j'aurais été maman à 25 ans. Vraiment. Et ça s'est pas fait par ces rencontres que tu n'as pas pu faire. Okay. Et tu as l'impression que tu mettais une forme de pression malgré toi du fait de cette forte envie de devenir maman? C'était une discussion qui arrivait peut-être prématurément dans tes relations? Complètement. Alors, jeune à 25 ans, pas du tout, pas du tout. Mais les dernières années, effectivement, d'ailleurs, j'ai revu un de mes ex il n'y a pas longtemps qui me disait tu te rends pas compte, quoi, dans le premier mois où on était ensemble, tu m'as dit que tu voulais être mère. Lui, il avait déjà 2 gamins. Il m'a dit, moi, ça m'a mis une pression de dingue. Donc, c'est vrai que petit à petit, je me suis un peu écartée en me disant, ouais, moi, j'ai pas envie d'avoir de gosse maintenant, donc tranquille, quoi. Donc, oui, je peux mettre la pression. Et t'as pris une grande décision. J'ai pris une grande décision. T'as décidé de devenir maman toute seule? Oui. Sans homme? Sans personne. Sans relation intime pour pouvoir le devenir? Non. Tu m'expliques? Eh ben oui, j'ai pris cette grande décision et la plus belle décision de ma vie. Alors pour moi, c'était viscéral d'être mère. Je me vois pas ne pas être maman. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai pris donc la décision de faire une PMA toute seule. Donc la plus belle décision de ma vie. Pourquoi toute seule? Parce que j'en ai marre d'attendre après le prince charmant. Parce qu'il y a aussi mon âge qui joue. Et que voilà, j'ai envie d'être mère. Donc maintenant, on a la chance en France de pouvoir le faire. Donc pourquoi pas? C'est évident de prendre cette décision, de se dire tiens, je vais faire appel à la PMA et je vais devenir maman toute seule. Je pense que c'est pas évident. Moi, ça a été une décision qui a été prise sur un long terme. C'est-à-dire que déjà, entre 27 et 30 ans, j'en parlais déjà à mes parents. Et je leur disais, à 37 ans, si j'ai personne, je fais un enfant toute seule. Et je faisais que de le répéter. Alors, je me le suis peut-être attirée, en vrai. Mais je faisais que de me le répéter. Et mes parents étaient OK avec ça. Et puis, quand il arrive 37 ans, on prend rendez-vous chez son gynéco, on discute avec. Et là, on voit que faut y aller, quoi. Tes proches, justement, ils ont réagi comment? Quelle discussion vous avez eue? La discussion, elle vient toujours sur un « et toi alors? Et toi alors, les amours? Ah oui, mais t'es toujours pas maman, tes sœurs, elles sont mamans, quand est-ce que tu t'y mets? Tu n'as jamais personne ?» Voilà, donc ça vient très rapidement en disant m'embêtez pas, ça viendra quand ça viendra, et si ça vient pas, je le ferai toute seule à 37 ans. Je vais te montrer, Cindy, un extrait vidéo d'une interview que j'ai réalisée avec Cynthia Brown, qui me parle justement qu'elle allait devenir maman toute seule à ce moment-là. Regarde. Je suis hyper heureuse, c'est un bébé que je fais toute seule, donc il n'est pas là par hasard. C'est un bébé qui m'a demandé beaucoup de temps, de réflexion. Un bébé que tu fais toute seule? Ouais, un bébé. Ah, donne-moi un bébé, il est arrivé. Je l'apprenais, je ne le savais pas. Oui, aujourd'hui, tu peux faire des bébés toute seule. Comment t'as fait? Je suis seule, je suis célibataire et je ne me sens pas d'être avec un homme dans ma vie. Une femme, Cindy, a-t-elle besoin d'un homme pour faire un bébé? Mais pas du tout. Pas du tout. Elle en est la preuve. Elle le dit, peut-être que j'ai été traumatisée par certains hommes. J'ai pas envie d'une relation. Est-ce que c'est ton cas? C'est totalement mon cas. Moi, aujourd'hui, j'ai plus d'énergie à donner dans une relation. J'ai trop donné. J'ai plus envie de ça. Donc, je préfère le faire seule. Qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes? Et tu as dû le voir sur les réseaux sociaux qui vont te dire « mais enfin, c'est égoïste ». Ah, alors ça, c'est ça, c'est ce qui revient le plus, que je suis égoïste. Mais quand on veut donner de l'amour, est-ce que c'est vraiment égoïste? Oui, ce qui revient, ce que je vois, et ce que j'ai vu après cette interview avec Cynthia, c'est mais c'est égoïste. Tu vas rendre ton enfant orphelin de père.
Et pourquoi orphelin de père? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus le droit d'avoir une relation derrière et il n'y aurait pas quand même une image paternelle derrière ou orphelin de père? Et en même temps, si on regarde vraiment et qu'on devrait se pencher sur tous les sujets de tous les couples, eh bien, il y a des hommes qui abandonnent leurs enfants, il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants aussi. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un bon chemin pour devenir parent? Est-ce que tu as pu, au moment où on enregistre cette interview, répondre à beaucoup de questions concernant ce processus, Oui. ce parcours PMA? Par exemple, qu'est-ce que tu diras à ton enfant plus tard? Oui. Oui. Tout le monde me pose la question. Hein. Moi, de toute manière, j'écris. Depuis le début de mon process, j'écris un petit truc pour mon enfant. Donc, comment ça se passe? Pourquoi je passe par là? Qu'est-ce qu'ils vont me faire jusqu'au moment où... Donc, tu commences en fait à créer le lien au travers de l'écriture dès maintenant? Oui. Sans avoir encore cet enfant en toi? Sans avoir encore cet enfant. Sans le connaître? Sans le connaître. Mais au moins, je me dis que déjà, quand il aura l'âge de pouvoir comprendre, il aura ce petit bouquin que je vais lui faire, c'est ce petit récit pour qu'il puisse comprendre pourquoi je le voulais autant, pourquoi... En quoi il consiste le processus de PMA? Est-ce que tu as fait les rendez-vous adéquats? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu as un calendrier? Oui, je sais maintenant exactement comment ça va se passer. Alors, je ne suis pas encore une pro de la PMA, hein, parce que j'apprends des mots tous les jours, c'est assez complexe. Mais oui, j'ai eu un premier rendez-vous d'information, on commence par ça généralement, où elle nous explique exactement comment ça se passe. Et là, on doit faire des analyses, parce qu'il faut aller vérifier si la machine marche encore, ce dont on a besoin comme don, parce qu'on peut y avoir que du don de paillettes, on appelle ça, ou des dons d'ovocytes. Donc, ça va dépendre un petit peu de nos réserves à nous. Donc, don de paillettes, je me permets de mettre des mots simples, c'est du don de sperme. Exactement. Don d'ovocytes. Pourquoi tu aurais besoin de don d'ovocytes? Parce qu'il y a des personnes qui, à mon âge, n'ont pas assez de réserves ovariennes. Donc, en fait, ça peut ne pas marcher avec leurs ovocytes. Donc, Ok. Et ça, tu le sauras prochainement? Je le sais, c'est bon, ça y est, je le sais déjà. Et donc, alors? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, toi, tu as besoin d'un don de paillettes uniquement? Uniquement. Ok. Tu sais un petit peu, justement, il va ressembler à quoi ce calendrier? À quoi vont ressembler tes semaines à venir, tes mois à venir là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est accepté pour un don de paillettes, on a 6 mois d'attente en France. C'est obligatoire. C'est le temps de rétractation et le temps de faire toutes les analyses. Donc, on a pas mal d'analyses à faire pour voir si les trompes sont bouchées, des rendez-vous avec un notaire aussi, parce qu'il faut protéger ce donneur, il faut nous protéger à nous et protéger l'enfant. Il y a encore d'autres analyses, voir des psys, tout ça. Et une fois que c'est passé, on a un rendez-vous pour choisir avec un biologiste la paillette. Et après, on part en stimulation pendant 15 jours, où il va falloir stimuler, en tout cas pour ma part, stimuler mes ovocytes pour pouvoir trouver le bon jour pour pouvoir... Alors, 2 questions. Comment on choisit la paillette? Oui. Voilà. Et la deuxième, avant que je l'oublie, c'est comment on stimule Oui. l'organisme. Alors, on stimule avec des piqûres d'hormones. Ce n'est pas D'accord. très agréable. Apparemment, je ne l'ai pas encore vécu, hein, mais apparemment, il y a pas mal d'effets secondaires quand même de ce côté-là. Genre quoi? Les sautes d'humeur, mal au ventre gonflé, ballonné, on peut prendre du poids. Donc voilà, il faut aussi être en accord avec ça. Et tu es en accord avec tout ça? Ah oui, moi, oui. T'es prête? Je suis prête, moi. Oui. Ok. Donc tu sais que ça ne va pas être un long fleuve tranquille? Je sais, et puis on me le répète assez, hein, de toute manière, sur les réseaux, que la PMA, c'est un parcours de haut et de bas. Voilà. Pour l'instant, moi, je la vis très bien. Je suis très OK avec tout ce qui se passe, donc c'est plutôt cool. Et on verra après par la suite. Je vais prendre chaque chose quand elle arrive. Et comment, alors justement, et avec qui on choisit la paillette? Tu as dit on va choisir la paillette. On choisit les paillettes avec des biologistes. Et en fait, on a 2 choix de paillettes. Quelqu'un qui nous ressemble ou des choix aléatoires. Alors, quelqu'un qui nous ressemble, on est sur des critères physiques? On est sur des critères physiques. Alors, bien sûr, au préalable, ils ont posé pas mal de questions au niveau santé, hein, parce qu'ils vont pas... si elle est diabétique, par exemple, ils vont pas lui mettre un diabétique. Enfin, voilà. D'accord. Pour imager en gros, quoi. Voilà, donc il y a quand même des critères médicaux qui se font, mais après, s'il n'y a pas forcément de critères, ça va se baser sur le physique. C'est ou quelqu'un qui va me ressembler, ou un choix aléatoire. Et toi, tu as opté pour quoi? Je n'ai pas encore opté, mais je vais opter pour quelqu'un qui me ressemble. Ah, pour quelle raison? Pour donner, pour faire en sorte que cet enfant me ressemblera le plus possible. Okay. Voilà, pour qu'il puisse s'identifier quand même à moi, parce qu'il ne va pas avoir de papa. Et ce sera un géniteur, on dit géniteur? Donneur. Ah, ce sera un donneur français? Ce sera un donneur français, effectivement. Ok, est-ce que son état de santé est passé en revue? Tout est passé en revue, oui, ils savent tout sur lui de toute manière, sa profession, son âge, voilà. Et il y a beaucoup de donneurs en France? On en manque, énormément. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup d'appels à des dons. Nous, quand on est en parcours comme ça, PMA, ils nous demandent d'essayer de trouver des gens autour de nous.
Mais faire un don, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à faire un don, tiens, de paillettes? Bah, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Oui, mais l'enfant, il ne le verra pas, on est d'accord. Alors, depuis 2021, ça a changé. Et c'est là où ça bloque encore plus, c'est que maintenant, à ses 18 ans, l'enfant a le droit d'aller demander le dossier. Et ça peut freiner des donneurs. Bien sûr, parce que maintenant, on donne les noms, prénoms, je crois. Noms, prénoms. Ok, alors attends, j'ai deux questions. J'essaie de me mettre à la place. Hein. Là, pour le coup Oui. du donneur, j'essaie de me dire, tiens, est-ce que moi, je pourrais donner mes paillettes? Oui, J'ai l'impression que non. oui, beaucoup. Hein. Tu comprends? Ah oui, moi je comprends totalement. Parce que je me dirais, mais alors, je ne suis pas au courant. J'ai fait ce don, et quelque part dans ce pays ou ailleurs, il y a, pardon, mais mon enfant, moi c'est comme ça que je le verrais, Oui. quelque part, et je le sais pas, je sais pas qui c'est. Tu comprends? Ah, mais je comprends totalement. Donc j'essaie de comprendre la démarche de ces donneurs. Ils le font, donc on est dans un véritable don. On est sur un véritable don, et en plus un don où ils ne sont pas payés. Parce que dans d'autres pays, ils sont payés pour faire des dons, donc forcément, ils en ont peut-être un petit peu plus. Donc là, c'est vraiment... Tu penses qu'il faudrait que ce soit le cas en France, que les donneurs soient payés? Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Après, c'est difficile à répondre, parce que ça reste un don, mais peut-être qu'il y en aura un peu plus. Et on en manque cruellement, hein, don d'ovocytes et don de paillettes. Et toi, tu le vois, ce donneur? Tu le verras? Tu sauras à quoi il ressemblera? Non. T'aurais aimé? Comme les sites. Alors lui, non. Non, mais pardon, je te pose des questions simples. En France, je pense pas qu'on le voit du tout. Par contre, je sais que dans d'autres pays, parfois, elles peuvent voir. Ouais, mais si tu avais eu le choix, est-ce que ta curiosité, elle aurait fait que tu aurais aimé le voir? Si j'avais eu le choix, oui. Ben ouais. Ouais. J'essaie de me mettre à ta place. Pour le coup, je me dis quand même... C'est une question qui revient beaucoup, c'est mais tu sais pas du tout, en fait, la tête qu'il a, à tout moment, il est horrible. Ton enfant, il va être horrible quand il va naître. Des fois, c'est ce qu'on me dit. Mais tu penses à ça ou alors t'es pas du tout là-dedans? Je suis pas du tout là-dedans. En tout cas, pas pour l'instant. Pas du tout là-dedans. Ok. Puis de toute façon, son enfant, on le trouve toujours beau. Hein, donc, Oui, quoi qu'il arrive. Et donc là, pour l'instant, vous n'en êtes pas au stade du donneur? Non. Ok. On parlait justement du donneur avec Cynthia Brown. Je me permets de te montrer un autre extrait. Oui. Est-ce que tu choisis le géniteur? Ah, est-ce que c'est tout un Alors, système compliqué? Déjà, c'est je te remercie de ne pas d'avoir rectifié et de ne pas dire papa. Et effectivement, c'est même pas géniteur, c'est donneur. Donneur. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des gens, des hommes qui donnent leurs gamètes, c'est de manière complètement anonyme. Alors ça fonctionne de différentes manières dans les différents pays. En France, c'est anonyme, mais l'enfant a le droit d'accéder Ce que tu disais. aux informations des donneurs à leur majorité. Ça, c'est depuis 2021. C'est une loi qui est passée il n'y a pas très très longtemps. Ça, est-ce que tu y songes? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te projettes justement quand ton enfant il aura 18 ans, si elle ou il te dit, voilà maman, bon, moi, je vais entreprendre les démarches, parce que même si ça a été un donneur, et je connais notre histoire, et certainement qu'il n'y aura aucun souci avec ça, mais j'ai envie de savoir qui c'est. Ah, moi, il n'y aurait pas de problème. Oui, mais ça veut dire que potentiellement, pour toi aussi, ce sera une épreuve de vie. Ça sera une grosse épreuve de vie, mais s'il en a besoin, je pense que voilà, c'est normal que d'accepter. Oui. Mais, ok, ouais, mais toujours avec ce truc dans ta tête quand même, de se dire, en fait, pour toi aussi, parce que toi, tu découvriras aussi Oui, je découvrirai qui c'est. l'identité de cette personne. Oui, je découvrirai. C'est ce que je disais à mon médecin au téléphone quand on a fait notre visio la dernière fois. Et je lui disais, mais en fait, vous vous rendez compte que maintenant que c'est plus anonyme, on met sur Instagram le nom, le prénom, il peut aller lui parler, quoi. Et oui. Et oui. Et elle m'a dit, on en est conscient que maintenant, effectivement, ça peut se passer comme ça. Ok. Et on sait pourquoi ils ont fait cette loi en 2021? Alors, je ne sais pas du tout. J'imagine peut-être que c'est pour le bien-être de l'enfant. Donc, je trouve ça, en tout cas, si c'est pour ça, c'est pas trop mal quand même. Ok, très bien. Je vais te montrer un autre extrait vidéo, alors qui n'a rien à voir avec Cynthia Brown. Ouais. C'est l'influenceur Sebi Dadi qui me parlait justement de la PMA et qui me disait que lui, il était totalement contre. Mais c'est important aussi, tu vois, de pouvoir entendre les contre-arguments pour pouvoir répondre, parce que c'est des choses que tu dois lire sur les réseaux sociaux potentiellement. Bien sûr. Regardez. Je suis masculinisme. Il faut savoir que, pour moi, un enfant, il a besoin d'un père. En fait, la mère, à un moment dans l'adolescence, en général, elle a du mal à se faire respecter. Et les enfants, ils savent que maintenant, je ne peux plus manquer de respect à maman parce qu'il y a papa qui est encore au-dessus. Et ça crée, en fait, une stabilité et une éducation plus solide pendant l'adolescence. Je l'ai vu.
Je l'ai Ah, vu. tu l'avais vu cet extrait? Ah oui, je l'ai vu cet extrait. Je l'ai même envoyé à mes amis. Ah ouais, je savais pas. Ah oui, oui. Et ben justement, c'est l'opportunité d'y réagir. C'est génial, il manque de maturité, ce garçon, vraiment beaucoup. Mais c'est ce que tu peux lire, c'est ce que tu peux constater sur les réseaux sociaux. Il y en a qui te le disent. C'est les hommes qui disent ça. Ah, c'est les hommes. Mais bien sûr, c'est les hommes qui disent ça. À quel moment la maman, elle se fait manger à l'adolescence? Ouais, je sais pas. Non. Ah, donc tu as constaté quand même que c'est les hommes en grande majorité qui vont avoir ces discours-là. Oui. Tu penses que c'est parce que ça leur met un coup dans leur masculinité? Je pense, oui. Ah, moi, je pense totalement que ça leur met un coup dans leur masculinité. En fait, on a, entre guillemets, plus besoin d'eux aujourd'hui. Ça peut faire peur, ça, aux hommes? Je pense que déjà, une femme fait peur à l'homme. Donc, ça... Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Cindy, pour la suite, là? Que tout se passe bien, voilà, que j'ai pas trop de sautes d'humeur pendant ce parcours, que ça marche du premier coup aussi, voilà, oui. Pour éviter que le parcours soit trop long. Oui, c'est pareil, hein, j'ai vu, alors mon Dieu, j'ai vu des messages qui disaient sur certains de tes posts, oh là là, accroche-toi, moi ça m'a pris 10 ans pour ma PMA. Ouais. Mais comment saper le moral de quelqu'un qui commence un parcours? Ouais. Non, mais faut pas tout lire. C'est vrai qu'il y en a qui sont en parcours depuis longtemps, mais il y en a qui ont des soucis de santé, malheureusement pour elles. Moi, pour l'instant, tout va bien. Donc, ok. J'espère que ça va aller vite. Donc, normalement, si tout va bien, tu en fait, auras la vie en toi d'ici combien de temps, au moment où on tourne? Allez, je vais faire une fourchette un peu large parce que sinon ça pourrait donner un petit peu la deadline de quand je vais pouvoir commencer. Parce que je la sais, mais pour l'instant je ne veux pas trop la dire. Tu gardes ça pour toi, tu as raison. L'année prochaine. Donc 2026. 2026. 2026, et c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Cindy, j'espère qu'on aura l'opportunité, l'occasion de repapoter une fois, peut-être que tout ça sera fait. Avec grand plaisir. Voilà. Et ce serait intéressant peut-être que tu fasses un livre. Ça serait peut-être intéressant. Aussi. Cindy, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Cindy-MAPR6. Ton compte TikTok, c'est Cindy.MAPR6. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci pour votre bienveillance dans les commentaires. Et si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette interview, stop! Arrêtez tout. Faites un vœu. Parce que c'est rare, les personnes, tu sais, qui regardent 100% de la vidéo. Donc faites un vœu. On fait un vœu. Et j'espère qu'il se réalisera. Voilà. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.